Merci de cette précision et je donne la parole à Madame le rapporteur. Oui, justement, pour rester sur cette phase d'expérimentation que vous préconisez, on ne peut pas, enfin, me semble-t-il, sauf à ce que vous ayez la solution, mais à la fois dire on maintient le contrat tel qu'il est et en même temps on revient sur une phase expérimentale qui va durer au moins 6 mois et qu'il va falloir mettre en place, y compris sur le plan juridique et des arrêtés, etc. Donc il y a forcément des renégociations du contrat à mener. Madame la rapporteure, je n'ai pas dit 6 mois. Je pense qu'on peut se faire des phases d'expérimentation beaucoup plus courtes. Et on peut, en même temps que la phase d'expérimentation, refaire une phase de validation à blanc de l'ensemble du réseau, pendant que le réseau, avec ses ressources, est expérimenté réellement, avec les ressources naturellement affectées, dans la région, ou les régions expérimentatrices, parce qu'il y a peut-être d'autres régions qui accepteraient de participer à l'expérimentation. Mais tout ça, je l'entends bien. Simplement, ce que je dis, c'est que ce soit 3 mois, 6 mois ou 1 an, à la limite, ça nécessite une renégociation du contrat. C'est le problème du Parce gouvernement. non, mais... C'est lui qui a interrompu brutalement les opérations. Non, mais là n'est pas la question pour l'instant. Simplement, ce que je dis, c'est que ça nécessite une renégociation. On ne peut pas laisser le contrat en l'état puisque le contrat ne prévoit pas ce genre de choses. C'est tout. Je vous précise qu'au départ, il était prévu une phase d'expérimentation. Oui, mais qui a été annulée, justement. Qui a été annulée, mais elle n'a pas été annulée par un acte juridique ou légal. Ben justement, est-ce que les n'a pas été annulé par la loi. Non, mais je ne vous parle pas de loi non plus. Je vous parle de conséquences de négociation de contrat. Simplement, vous avez vous-même dit à un moment, alors vous avez peut-être que là, votre parole a dépassé votre pensée, mais vous avez dit, je pense qu'il faut laisser le contrat en l'état. Et en même temps, vous nous dites, il faudrait passer par des... Non, ce que je dis simplement, si vous me permettez juste de vous, c'est simplement, sans doute, oui, faut-il repasser par des expérimentations et des choses comme ça, mais ça nécessite une renégociation du contrat qui, aujourd'hui, ne le prévoit pas. Écoutez, ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. On est bien d'accord là-dessus. Je suis parlementaire comme vous et je n'ai pas cette responsabilité. Je constate l'impossibilité de laisser le contrat en l'état et de rentrer sur ce type de phase. Je pense, Madame la rapporteure, si vous me permettez d'exprimer le fond de ma pensée, que le fond du problème, c'est pas Ecomove, c'est l'écotaxe. Ça, c'est possible aussi. Une fois de plus, c'était pas là le fond de ma réflexion. La question que j'aurais voulu vous poser, vous avez dit à un moment donné que le coût de la gestion d'Ecomove, par Ecomove était important, car on avait fait le choix, donc en l'occurrence à l'époque où vous étiez au gouvernement, d'un petit réseau et d'un petit coût pour le contribuable. Donc aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pensez que c'est, avec le recul je dis bien, à l'époque les conditions étaient celles qu'elles étaient, est-ce que vous pensez que c'était le bon choix et est-ce que les critères qui ont été retenus à l'époque gagneraient à être revus et peut-être remodifiés? Alors, je ne me souviens plus très exactement si, quand je suis parti du gouvernement, nous avions fixé les 15 000 km du réseau taxable, ou si cela a été parachevé. Vous recevrez tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet, elle pourrait être plus précise que moi. Si, imaginons que ce soit nous, peu importe, je suis solidaire de l'ensemble, je pense que nous avons choisi un réseau trop petit. Un réseau taxable trop petit, que sur la pression des administrations centrales, la part de réseau départemental que j'indiquais tout à l'heure choisie a été trop petite, et que nous avions choisi un système de coûts qui pouvait bouger. C'est-à-dire que la redevance fixée avec une moyenne de 13 à 14 centimes du kilomètre pouvait à tout moment évoluer. Et je pense que quand on commence à rentrer dans un système comme celui-ci, ayant vécu des difficultés allemandes, il me paraît plus sain de le faire fonctionner à 13 ou 14 centimes, qui est un coût bas, c'est vrai, par rapport à ce que coûte le système Ecomove. Et ensuite, il eût été loisible à n'importe quel gouvernement, quel qu'il soit, d'augmenter ce coût en fonction des besoins ou en fonction de l'acceptabilité socio-économique du dispositif. Donc, ce qui aurait sous-entendu un contrat avec des termes un peu différents que les non, termes avec ça pouvait signifier... Non, mais on a aussi choisi que le contrat s'amortisse sur 13 ans. Moi, je n'ai pas participé à ce choix, puisque je n'étais pas présent au gouvernement à la signature du contrat. Il eût été possible, en effet, de choisir un contrat qui s'amortisse sur une plus longue période. Sur la répercussion des prix, donc vous avez aussi évoqué ce sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois au cours des auditions et qui a été manifestement un élément de crispation, puisque l'idée était non pas de faire payer les transporteurs, mais le donneur d'ordre. Ce que disent les transporteurs, c'est que de fait, avec les dispositions telles qu'elles ont été prises par décret, je crois, en fait, les transporteurs payent
de façon indirecte, malgré tout, cette écotaxe, et c'est un facteur important dans l'acceptabilité. Donc, est-ce que, quand les choses ont été établies, est-ce qu'on avait une prise en compte, à votre sens, réelle et suffisante de cette éventuelle crispation, ou est-ce que c'est un élément qu'on a découvert un peu a posteriori? Ce que les transporteurs oublient de vous rappeler, hein, il suffit de relire la presse de l'époque, c'est qu'ils ont obtenu deux choses en même temps. Ça a été négocié. Ils ont obtenu la quasi-fin de la taxe à l'essieu, ce qu'ils oublient trop souvent de dire. Et deuxièmement, l'élargissement du 44 tonnes. Le 44 tonnes jusqu'à présent en France était autorisé pour les trafics au départ des ports maritimes. Et j'avais pris la décision, à la demande des transporteurs fluviaux, d'étendre cette dérogation aux ports fluviaux. Il a été décidé, pour la quasi-totalité du trafic, d'étendre aux 44 tonnes, hein, de libéraliser en France le 44 tonnes. Donc la profession routière a bénéficié de ces deux mesures, ce qu'elle oublie aujourd'hui de rappeler dans ses revendications. En particulier l'OTRE, que j'ai par ailleurs reconnu à la grande tristesse de la FNTR. Mais, moi, il me semble, j'ai peut-être pas une bonne vision des choses, parce que je suis pas, et j'ai pas été, et je serai pas ministre des Transports, donc j'ai peut-être pas une vision globale des choses. Mais il me semble que c'est deux choses différentes. Quand on accorde un avantage, quel qu'il soit, à une profession, quand on parle après d'une taxe et qu'on dit à la dite profession, mais c'est pas vous qui la payerez, c'est d'autres, il me semble que c'est difficile de dire, ah ouais, mais comment vous avez fait un cadeau, finalement, si c'est vous qui la payez, c'est pas grave. C'était une négociation qu'ils ont oubliée. Ils ont parfaitement accepté à l'époque l'idée, qui était d'ailleurs une bonne idée, que la facture, que le coût de l'écotaxe soit en bas de facture. Hein, et c'était très clairement. Ensuite, ça a été compliqué. Il y a un premier décret qui a été sorti quand j'étais plus au gouvernement, dans lequel Dieu n'aurait pas retrouvé ses seins, qui a été publié au printemps 2012. Frédéric Cuvillier a arrangé les choses par un décret qui a été publié en juin dernier, qui était un peu plus compréhensible que le premier, à peine plus, mais quand même meilleur. Bien que rédigé certainement par les mêmes, mais l'idée que ce soit le donneur d'ordre qui paye a fait l'objet d'une discussion avec la profession routière, l'ensemble des syndicats représentatifs, la FNTR et l'OTRE, et dans la balance, mais ça je vous dis, on oublie toujours en France, hein, quand on a discuté, on demande toujours l'avantage suivant, hein, c'est assez classique dans toutes les négociations, on a quasiment diminué, fait disparaître la taxe à l'essieu, et on a accédé à une demande qui d'ailleurs ne m'enthousiasmait guère, qui n'était pas d'ailleurs le fait de toute la profession routière, puisque TLF à l'époque ne le demandait pas, qui était la libéralisation du 44 tonnes. D'accord. Alors justement, vous parlez de ceux qui ont écrit les décrets. Donc bien évidemment, ce ne sont pas les ministres en règle générale qui écrivent les décrets, ils les signent. Quelle était la répartition des rôles entre les fonctionnaires et les fonctionnaires les non-fonctionnaires des cabinets, et entre les cabinets et les ministres en matière de transmission d'informations sur un dossier dont Dieu sait qu'il était complexe et on le mesure encore aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que vous aviez suffisamment d'informations par rapport à la complexité de ce dossier pour prendre les décisions, ou est-ce que vous avez à certains moments laissé peut-être les cabinets avancer un peu tout seuls, et quelles étaient les relations aussi entre les ministres, entre l'écologie, vous-même et les finances? La répartition des rôles était-elle clairement définie, et la répartition des responsabilités et décisions à prendre aussi? Écoutez, il y avait un groupe de travail interministériel, hein, dans lequel étaient présents non pas les membres de cabinet, mais les hauts fonctionnaires des différentes administrations que j'ai citées tout à l'heure, qui en rendaient compte au cabinet, qui en rendaient compte au ministre. Mais je veux dire, tout ça s'est fait. Il faut voir que tout ça s'est fait dans un climat très consensuel, hein, très consensuel au sein du gouvernement. C'est logique au sein d'un gouvernement, sinon pas de gouvernement, et de manière très consensuelle entre le Parlement et les gouvernements. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, un certain nombre de nos collègues députés siégeant sur les bancs écologistes pressaient le gouvernement de mettre en service le plus rapidement possible cette écotaxe, et reprochaient, moi j'avais quitté le gouvernement à ce moment-là, mais reprochaient à demi-mot à Nicolas Sarkozy et à François Fillon de ne pas le mettre en service pour cause d'élections présidentielles. Hein. Et puis après, les rôles ont changé, chacun a tenu un langage différent. Mais le Parlement, jusqu'à l'épisode des bonnets rouges, a plutôt toujours, en tout cas
beaucoup de parlementaires connaissant bien la problématique des transports, a toujours fait pression sur le gouvernement pour mettre en service le plus vite possible. Alors ensuite, l'administration, elle, Daniel Burceau l'a expliqué, hein, j'ai relu son intervention devant votre commission, toutes les difficultés qui fait que ça a été repoussé à l'époque du gouvernement Fillon, puis repoussé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Mais tout ça s'est fait dans une affaire consensuelle. Il a fallu l'explosion sociale en Bretagne, qui avait d'autres causes, pour que le sujet vienne sur la place publique. Les portiques, les 173 portiques se sont installés partout sans que personne ne vienne les taguer ou ne fasse la moindre remarque. Et tous les élus attendaient avec impatience, les présidents de conseils généraux, de gauche comme de droite, la ressource venue de l'usage de la route départementale. Il faut voir à quel point la désinformation a fonctionné. Et pardon, parce qu'elle a été, sur tous les bancs, la démagogie a été puissante. Mais justement, là, vous venez de dire, notamment les présidents de conseils généraux attendaient la ressource. Pourtant, l'objectif de cette écotaxe était double. À la fois entraîner un report modal et ensuite amener une ressource financière. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y avait qu'un seul objet qui était amener la ressource financière. Non. Donc, quel était l'équilibre entre les deux L'équilibre était clairement la décision du report modal, même la rapporteure, très, très clairement. Hein, c'était une politique. D'ailleurs, l'Union européenne, la politique de l'Union européenne a toujours été en ce sens, hein, quels que soient les commissaires. J'ai travaillé avec plusieurs commissaires européens. La politique a toujours été la même du côté de l'Union européenne. Et c'était clairement une politique de report modal. Alors ensuite, politique de report modal, il faut une carotte et un bâton. Hein. On a obtenu la plus de sécurité routière. On est passé de 14 000 à 3 000 morts par une politique fondée sur l'usage des radars, hein, entre autres, hein, et puis aussi par l'évolution de l'opinion publique. Donc nous attendions de cela une ressource, naturellement, mais surtout une incitation. On était à un moment où l'on pensait obtenir un report sur le ferroviaire. C'était le lancement des premières autoroutes ferroviaires, Luxembourg, Portbou, le lancement de l'autoroute de la mer entre Riron et Saint-Nazaire, le lancement du canal Seine-Nord. Donc on était à un moment de notre histoire politique où, dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, il y avait un consensus sur le report modal. Donc on avait cette ressource. Les AOT urbaines savaient que cette ressource serait utilisée également pour leurs projets de transport public en milieu urbain ou suburbain. Donc il y avait un consensus sur la nécessité. Puis l'expérience allemande était intéressante. Hein. On l'observait de près. On voyait bien l'augmentation des ressources de la LKW Maut chaque année. Et donc, on voyait qu'en Allemagne, le corps social l'avait pas accepté. Et l'Allemagne est un pays de transit beaucoup plus important que nous, hein, puisque la part la part des camions étrangers sur les routes et autoroutes allemandes est plus importante qu'elle n'est dans notre pays. Mais justement, dans ces conditions-là, le sentiment qu'on a après un certain nombre d'auditions, c'est que dans les éléments qui ont considérablement complexifié le dossier, qui ont amené à beaucoup de retard, notamment de la part des Comouv sur la mise en place et le déploiement du dispositif, les douanes, de façon générique, ont une grande responsabilité pour avoir multiplié le niveau des contrôles et la performance et les exigences de performance du système. Donc la performance du système, elle est quand même financière, quasi exclusivement financière. Donc si l'objectif était de faciliter le report modal en objectif numéro 1, pourquoi avoir tant appuyé sur le contrôle et la rentrée financière et avoir du coup rendu le dossier entre guillemets quasi impossible à mettre en place en temps et en heure. J'ai presque envie de dire quasi impossible à mettre en place quand on voit le degré de perfection qui est demandé sur le sujet entre le contrôle. Rentrée financière, Monsieur le Ministre, je confirme qu'il nous a été dit ici que c'était, on voulait 1 milliard. Voilà. Et on avait d'abord fixé c'était d'ailleurs peu. Voulait 1 milliard. C'est d'ailleurs très peu. C'est après qu'on a mis les critères. Quand vous savez que la ligne Tours-Bordeaux, que nous connaissons bien, vous et moi, les LGV coûtent 8 milliards d'euros, donc 4 milliards pour les collectivités et l'État. 1 milliard, c'est peanuts. Hein. Bon. Donc l'idée, c'était que le dispositif monte. Alors, l'introduction, moi, j'ai pas suivi la mise au point technique. J'ai quitté le gouvernement au moment où on était dans les décisions de principe. Hein. La décision définitive, elle a été prise en janvier 2011. Après, il y a eu les épisodes tribunal administratif, Conseil d'État, puis la décision définitive d'attribution. Mais ce que j'avais compris, et je l'approuvais ayant été ministre de tutelle des douanes, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, je dirais, d'utilisation de nos effectifs douaniers, qui aujourd'hui, en dehors de ce qui reste des politiques douanières, ont 2 missions essentielles, la lutte contre la contrefaçon et la lutte contre les trafics de drogue, et que là, on avait une mission régalienne, parce qu'à partir du moment où on faisait un PPP, il fallait aussi un contrôle régalien.
Et la douane, de par les missions qui sont imparties aux douaniers, qui ont tous la qualité d'officiers de police judiciaire, on avait avec la douane un moyen de contrôle pour l'État du système, hein, et une expérience de tarification, de débat avec les conducteurs de poids lourds, de connaissance du milieu des poids lourds, etc. Donc il a paru à l'époque au ministre en charge du budget et aux différents ministres, tant que j'étais au gouvernement, utile de mettre, s'il y avait un service de l'État qui avait déjà une expérience à la matière et qui, à la limite, était demandeur de missions supplémentaires, c'était bien l'administration des douanes. Moi, j'ai une question, Monsieur le ministre, avant de donner la parole à des collègues qui l'ont demandé. Je voudrais savoir si, à votre connaissance, il y a eu, à un moment donné, une analyse du coût global de tout ça, du coût global des installations, équipements, développement informatique, formation engagée par les douanes dont on vient de parler, dans le cadre du contrat EcoMove. Moi, jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit que véritablement il y avait eu une analyse du coût global de tout ça. C'est quand même un point important et ça rejoint ce que vient de dire Madame le rapporteur, parce que c'est vrai quand même qu'on a eu le sentiment que dans le dialogue compétitif et puis par la suite, on a demandé toujours plus, j'allais dire, à EcoMove un certain nombre de choses, de performances techniques et de niveau d'exigence de résultats. Donc est-ce qu'à un moment donné, on a eu cette volonté d'une analyse quand même globale du coût global ? Écoutez, je l'espère, je ne suis incapable de vous répondre parce que vous savez que la décision d'accepter l'offre EcoMove a été prise le 14 janvier 2011. Moi, j'ai quitté le gouvernement le 13 novembre 2010, donc je n'ai pas suivi cela. Moi, je suis solidaire de la décision d'avoir fait un PPP. Ensuite, le contenu et la modulation, je n'y ai pas participé et je ne sais que, comme vous, ce que j'ai lu à travers des nombreux articles de presse depuis quelques mois. Alors, M. Grosdidier a demandé la parole, M. Teston, M. Filleul et M. Nègre. Allez, M. Grosdidier. Oui, Monsieur le Ministre, j'aurais souhaité savoir d'abord si, lorsque vous étiez encore en fonction, les sujets du principe même du PPP ou du montant de la redevance par rapport à la recette attendue, alors que il semble étaient des sujets de polémique, puisqu'ils en sont devenus, en tout cas à notre connaissance, postérieurement à l'annonce de la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe, mais pas avant. Donc, est-ce qu'il nous avait échappé des choses qui, à vous auraient peut-être pas échappé dans cette polémique? Par ailleurs, est-ce que vous pourriez me confirmer, quand on entend parfois certains s'indigner de ce que les frais de recouvrement puissent représenter 22% du chiffre d'affaires, je vais me confirmer que s'agissant de la perception des recettes des excès de vitesse avec les radars de la part de l'État, on est sur un coût supérieur pour un coût de perception qui est d'un quart. Alors ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est sur la compensation qui a été faite à la profession, et notamment, vous dites que la taxe à l'essieu a été rabaissée à peu de choses, parce qu'on a entendu hier certains représentants de la profession nous parler de 250 millions d'euros de recettes annuelles de perception de cette taxe, de coût pour la profession. Oui, ils étaient aussi à côté de la plaque concernant les 3 tonnes 5 et 12 tonnes. Alors, leurs chiffres, on va peut-être pas... Ça veut quand même dire a posteriori que lorsque les professionnels ont expliqué qu'on allait tuer les transporteurs français avec cette taxe, qu'au contraire, l'introduction de cette taxe payée aussi par les étrangers et corollairement à une diminution, si c'est avéré, de cette taxe à l'essieu payée que par les transporteurs français, au contraire renforcer la compétitivité de nos transporteurs français au lieu de l'amoindrir. Non, mais pour ça, je voulais avoir bien la confirmation, puisque ce que j'entendais est effectivement contraire à ce que nous avons entendu hier. Au moins, les choses pourront être clairement fixées. Par ailleurs, vous évoquiez dans les compensations à la profession la libéralisation des 44 tonnes et par contre votre souhait est toujours aujourd'hui ce que la perception soit toujours faite des 3 tonnes 5. Et là, je suis un peu surpris parce que il me semble qu'on est moins dans l'esprit du Grenelle et d'ailleurs l'esprit européen sur le report modal.
et que l'objectif, c'est pas de viser le petit trafic local, que je redisais tout à l'heure, que l'agriculteur ou l'artisan ne va pas aller dans son champ ou voir son client par le train ou par la péniche, mais qu'en revanche, il s'agit bien aujourd'hui de déplacer le transit de la voie routière sur le rail ou sur le fleuve. Et donc, je vois pas trop... c'est assez rare quand même qu'on traverse l'Europe avec des véhicules de 3,5 tonnes. Oui, je fais court, avec des véhicules de 3,5 tonnes. Et par contre, je comprends mal à ce moment-là justement l'autorisation du 44 tonnes, parce que accepter les 44 tonnes, justement, encourage plutôt le transit. Donc ça me paraît un peu contradictoire. Et si on devait revoir la copie, voulait-il, alors c'est peut-être difficile de revenir sur le 44 tonnes, mais en tout cas, c'est peut-être trouver des compromis entre 3,5 tonnes et 12 tonnes. Parce que ça ne concourt pas à l'objectif qui est, sur lequel il y avait un consensus le plus large, qui est le report modal. Route départementale aussi, même question. Est-ce que, alors peut-être qu'un président du Conseil général pourra mieux en parler, mais est-ce que dans votre souhait que ce soit étendu seulement sur le réseau départemental, est-ce qu'on a retenu jusqu'à présent de façon limitative le réseau départemental parce qu'on a retenu que justement les axes de transit, et si on doit rester sur le transit et non pas toucher la desserte locale, est-ce que cette extension sur le réseau départemental vous paraît si pertinente ? On va essayer de poser toutes les questions. Si Monsieur le ministre est d'accord, ça serait compte tenu de l'horaire. Monsieur Teston. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le dialogue compétitif a pris fin en octobre 2010 et le marché a été attribué en février 2011. Vous-même, vous avez quitté le gouvernement le 13 novembre 2010. Ma question est la suivante. À l'issue de la période de dialogue compétitif et dans l'exercice de vos responsabilités ministérielles, avez-vous été convaincu que l'offre des Comouv était la meilleure financièrement? Je rejoins les questions posées par la Présidente à l'instant, techniquement, ou bien avez-vous eu des doutes? Et depuis que vous êtes redevenu parlementaire, qu'en pensez-vous? Allez, on continue avec une question de Monsieur Filleul. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, je reviens sur ce que Dominique Bussereau nous a dit à l'instant, et très intéressant, en particulier sur la désinformation. Il y a eu sans doute un manque d'information en aval et en amont, en fait. Et j'aime bien ce que vous dites, Dominique, parce qu'après tout, ça correspond à ce que je pense, donc c'est parfait. En même temps, c'est contradictoire avec ce que le ministre qui vous a... Jean-Jacques. Je sais bien. Mais c'est en contradiction avec ce que le ministre Mariani nous a dit. C'est le ministre qui a suivi Dominique Bussereau comme secrétaire d'État chargé des Transports et puis ensuite ministre des Transports, où il a nié hier qu'il y ait eu désinformation, et il a porté peu d'attention à la contrepartie avec les transporteurs sur la taxe à l'essieu, et il n'a même pas répondu sur les 44 tonnes. Je veux dire qu'il y a... j'aime bien l'intervention de Dominique Bussereau, parce qu'il replace les choses dans leur juste réalité, et c'est quand même un peu ennuyeux qu'entre deux ministres des Transports, on ait en fait des propos qui étaient contradictoires. Et si je peux me permettre de rajouter, M. Filleul, hier on a compris aussi que peut-être M. Mariani avait sous-estimé le délai de retard qui est dû au contentieux. Parce que c'est vrai que là, il y a eu des informations, puisque forcément, voilà, tant que le contentieux était en cours et qu'il n'y avait pas de réponse, forcément qu'il y a eu un moment de désinformation. L'information est essentielle en amont. Bien sûr, clairement. on l'avait compris. Et manifestement, il n'y a sans doute pas eu l'information qu'il fallait dans cette période-là. Mais et puis, ne parlons pas des désinformations après la période presque insurrectionnelle qu'on a vécue en Bretagne. Mais cela, Dominique Bussereau l'a rappelé. Je trouve qu'il fallait le dire, effectivement. Absolument. Louis Nègre. 2 constats, une question. Monsieur le ministre, je me félicite de votre constance. Parce que par les temps qui courent, continuer à défendre ce qui n'est pas une taxe, mais une redevance pour l'utilisation de la voirie
pour lequel, je rappelle, nous sommes tous le premier bénéficiaire de cette voirie-là et de cette redevance, ce sont les poids lourds. Parce qu'ils vont bénéficier d'infrastructures de qualité. Et je souhaite qu'une chose, c'est qu'on ne fasse pas la même erreur que ce que nous avions fait avec le ferroviaire, où pour avoir abandonné le réseau classique, nous souffrons aujourd'hui énormément de cet abandon-là. Donc, essayons d'être cohérents. Et donc, de ce côté-là, je pense que c'est absolument, il faut poursuivre dans cette voie-là. La deuxième chose, c'est que je m'étonne qu'au plus haut niveau de l'État, on puisse faire passer des messages aussi contradictoires en si peu de temps au niveau de notre population et des Français. D'un côté, on vote à l'unanimité, ici, tous ensemble, l'Europe est d'accord, le gouvernement est d'accord, et ensuite, j'entends aujourd'hui des propos totalement différents. Que peuvent penser les Français de cette situation-là? Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, pourquoi une telle complexité? Vous avez cité tout à l'heure l'Allemagne. Effectivement, quand on regarde ce qu'ont fait les Allemands, d'une part, c'était moins complexe et ils ont dû s'y prendre 5 fois, vous l'avez dit vous-même. Donc pourquoi, chez nous, essayer de faire mieux encore que ça? Juste Éric Doligé, si vous voulez bien. Rapide, parce que je ne voudrais pas répéter. Pour que les départements parlent. Ça a certainement été dit, mais simplement, je voulais demander à Monsieur le ministre, qui connaît aussi les départements, s'il pense que dans un nouveau système, les départements ou les collectivités concernées, ou les futures collectivités concernées, auront toujours droit à une compensation, puisque c'était prévu dans le système actuel, et la compensation que nous attendons depuis un certain temps et que nous avons inscrit budgétairement, est-ce que vous pensez qu'on a qualité juridique à aller la réclamer à l'État ou à quelqu'un, sachant que ça nous pose quelques problèmes financiers, que nos routes sont très usées en ce moment par des poids lourds qui devraient circuler sur nos autoroutes à péage? Allez, Monsieur le ministre. Oui, rapidement, Madame la Présidente. Je réponds en même temps à François Grosdidier et à Michel Teston sur le choix d'Ecomove. Moi, au moment où j'ai quitté le gouvernement, Ecomove était un choix parmi d'autres. Le classement n'a été fait que le 14 janvier 2011. Ce qui m'a d'ailleurs amusé à l'époque, parce que quand j'ai lu ça dans la presse, en tant que parlementaire, c'est que certaines organisations routières ont protesté parce que dans Ecomove, il y avait la SNCF. Voilà, et ils ont trouvé ça scandaleux. Ça continue d'ailleurs, je vous confirme, à l'audition d'hier après-midi, et même protestation. Et que Michel Corny, le salarié du groupe SNCF, soit, ou en détachement, je ne sais pas quelle est la situation juridique actuelle, en soit le patron opérationnel. Bon. Moi, je n'ai pas eu à connaître du choix d'Automove. La seule chose que j'ai eu à connaître par la presse, par des articles du Point, c'est qu'à un moment s'est introduit dans le débat M. Chassigneux, dont chacun connaît le passé politique, qui, furieux que la SNF ne soit pas choisie, a entamé tout un travail de désinformation par voie de presse pour laisser entendre que les choses n'avaient pas été faites régulièrement, etc. Bon, on sait tous, quand on est patron d'une collectivité, quand on fait un choix d'appel d'offres, il y a toujours des entreprises non retenues qui viennent dire que les autres sont des voyous. Enfin, ça venait quand même quelqu'un qui avait été directeur de cabinet du président de la République, donc ça a eu un certain impact dans le débat. Et ça n'a pas arrangé les choses, et déjà ça a introduit un doute par les actions de communication de M. Chassigneux. Sur le coût de perception, en réponse à François Grosdidier, alors la sécurité routière dans la partie perception des amendes, c'est du ressort du ministre de l'Intérieur, mais ce que je sais pour l'avoir lu dans la presse, c'est que c'est de l'ordre de 40%, je crois, le coût du centre, enfin d'une amende devant le Sénat tout à l'heure, arrivant à son destinataire en passant par le centre de Rennes, à peu près 40% du coût de perception. Si d'ailleurs, suivant ça, la sage proposition d'un certain nombre de sénateurs, les collectivités pouvaient récupérer le coût des amendes pour financer leur politique de transport, naturellement, l'application de cette loi mettrait fin à cette anomalie et nous donnerait de l'argent pour le transport public. J'ai oublié un point de François Grosdidier, c'était taxe, mais j'ai tellement mal écrit. Le troisième point, la question de François Grosdidier, il reviendra peut-être. 44 tonnes. Oui, taxe à l'essieu. Alors, j'ai plus oui, pardon, merci. J'ai plus en tête le montant de la diminution à l'époque, mais elle était considérable. On a laissé le squelette de la taxe à l'essieu. Il faudrait que, naturellement, la Commission se penche sur des chiffres plus précis.
44 tonnes, 3 tonnes 5, c'est vrai que 3 tonnes 5, ça paraît petit. L'Allemagne a choisi 12 tonnes. Ceci étant, vu la nature du trafic en France et vu les années statistiques qui étaient alors à disposition des services, on avait considéré que 3 tonnes 5 était la bonne chose. On peut d'ailleurs, dans une évolution future, remonter plus haut. Il faut savoir que ça baissera encore la masse taxable, naturellement. Le 44 tonnes, il est quand même assez peu utilisé sur la longue distance. 44 tonnes, ça va chercher un silo, du blé dans un silo dans le Loiret pour l'emporter au port de Rouen, au port de La Rochelle, mais ou du bois, 44 tonnes n'est pas généralement utilisé par les transporteurs routiers, c'est à longue distance. En général, c'est du suivi portuaire ou du suivi de gros chantiers, parce qu'il n'est pas très rentable de balader des gros poids à longue distance. Là, on sort du domaine de rentabilité du transport routier par rapport au transport ferroviaire. Route départementale, ça correspond également à la question d'Éric Doligé. Les présidents de conseil généraux n'ont pas été entendus à l'époque par le gouvernement dont je faisais partie, puisqu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. On a considéré certains axes qui étaient des axes de report, l'État ne voulait pas les prendre en compte, de peur peut-être que ça diminue la part allant à l'État sur les routes nationales. Donc s'il y avait une renégociation d'ensemble, on a évoqué ça à la CERDEL ou à l'ADF, il faudrait naturellement qu'on reparle avec les départements et que les départements fassent de nouvelles demandes. Moi, j'avais pris la précaution dans mon budget de ne pas, voyant que l'écotaxe était suspendue, de ne pas l'inscrire en recette dans mon propre budget départemental pour 2014, parce que je voyais bien que c'était embourbé et enquisté pour un temps certain, avec la kyrielle d'élections qui se profilait ou qui se profile. Mais juridiquement, en effet, les départements pourraient être amenés à se tourner vers l'État et à lui poser un certain nombre de questions. Jean-Jacques Filleul a dit qu'avec Thierry Mariani, nous tenions des propos différents. Peut-être une question de caractère, ou aussi parce que nous n'avons pas vécu la même période. Il y a eu dans cette affaire une continuité de l'État, puisque lorsque le gouvernement Jean-Marc Ayrault a été mis en place, premier Delphine Batteau, puis Frédéric Cuvillier, puis Philippe Martin, etc. Il y a eu une continuité. Bon, il y a eu bien sûr l'arrêt de l'écotaxe, mais Frédéric Cuvillier a continué de mettre en œuvre ce dossier, de le faire avancer, de faire modifier un décret qui était mal foutu. Il y a eu jusqu'à 13 décrets arrêtés qui ont été pris jusqu'à l'arrêt de l'écotaxe par le gouvernement pour sa mise en œuvre. Donc il y a eu une continuité de l'action de l'État en la manière. Et la dernière question, celle de Louis Nègre, la complexité, elle vient du fait qu'on a les autoroutes à péage. Le réseau autoroutier allemand, il faut bien voir qu'avant la guerre, la France avait un bout d'autoroute de l'Ouest sur 20 km, point final. Alors qu'Hitler construisait déjà des autoroutes en ciment pour, naturellement, des raisons qui n'étaient pas des raisons de transport public. Donc, à partir du ministère d'Albin Chalandot, on est parti dans un système à péage et qui nous a permis d'avoir le réseau autoroutier qu'on a aujourd'hui. Si on avait fallu attendre les crédits d'État, on aurait toujours 300 ou 400 km d'autoroute en France. Et c'est vrai que les Allemands ont pu tout de suite taxer un énorme réseau, puisqu'ils ont pu rentrer tout de suite leur réseau autoroutier. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut taxer deux fois ? Est-ce qu'un camion espagnol à Hendaye qui prend l'autoroute à 63 puis l'autoroute à 10, est-ce qu'on peut le taxer à l'écotaxe et au péage, quitte à lui faire une réduction sur le péage, ou quitte à mettre l'écotaxe dans le prix du péage? Là, on a une réponse négative des autorités européennes en disant c'est l'écotaxe ou le péage, mais c'est pas l'écotaxe dans le péage ou l'écotaxe et le péage. Évidemment, ça aurait été une solution assez confortable, ce qui permettait d'ailleurs, et c'était pas très européen, de taxer un peu plus les étrangers, ce faisant. En particulier au départ des frontières. Mais ça, on a choisi d'être de bons citoyens européens et de ne pas se faire prendre la main dans le pot de confiture. Très bien, merci. On a un petit peu dépassé l'horaire. Merci à Monsieur le Ministre de ses réponses. Madame le rapporteur, on peut clôturer à ce niveau. Merci beaucoup, Monsieur Busson. Merci beaucoup.